Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique réalisée avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, on va vous donner des nouvelles du Mali. Dans un instant, nous serons en ligne avec Aïssatou Diallo. Elle est journaliste pour le magazine Jeune Afrique. Le Mali qui, pour l'instant, semble échapper à l'épidémie de coronavirus et n'a enregistré que très peu de cas. Alors peut-être manque-t-on de données sanitaires fiables, ou alors il y a une autre hypothèse, c'est que les Maliens reçoivent souvent des traitements contre le paludisme et que ces traitements, vous le savez sans doute, contiennent la fameuse molécule dont tout le monde parle en ce moment, la chloroquine. En attendant, le Mali n'affronte pas encore une crise sanitaire, mais affronte d'ores et déjà et depuis déjà plusieurs années à la fois une crise sécuritaire et une crise politique. On y reviendra dans un instant. Et on va commencer par survoler ce pays pour réviser nos bases en géographie. Focus sur un pays immense, fracturé, dans une région ô combien instable. Alors commençons par regarder ce qu'est le Sahel, qui signifie le rivage en arabe. Une frange semi-aride qui borde le désert du Sahara au nord et le sépare de la zone forestière au sud. Il s'étend sur 5500 km de long et sur 500 km de large environ. Situé en Afrique de l'Ouest, le Mali est l'un des plus grands pays du Sahel. Complètement enclavé, le pays partage ses frontières avec de nombreux voisins ouest-africains. Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger et au nord, l'Algérie et donc le Maghreb. Le territoire du Mali, avec 1,2 million de kilomètres carrés, est grand comme 2 fois la France, mais il ne compte que 19 millions d'habitants. La population est musulmane à 95%. Cette population vit très majoritairement dans la moitié sud du pays, appelée le Mali vert, grâce au passage du fleuve Niger. Le nord du Mali, semi-désertique, abrite des pasteurs nomades arabo-berbères, notamment ceux qu'on appelle les Touaregs. La capitale, Bamako, est située à des centaines de kilomètres du nord malien, qui est donc peu accessible et difficile à contrôler par le pouvoir central. Voilà le Mali, un pays mal contrôlé par le pouvoir central, lequel peine à faire appliquer en ce moment les mesures barrières pour contrer l'épidémie de coronavirus. Alors certes, le gouvernement a fait fermer les écoles, mais aujourd'hui, par exemple, si vous allez à Bamako, vous constaterez qu'il y a encore beaucoup de monde sur les marchés, dans les mosquées ou dans les transports publics. Les Maliens qui ont un autre sujet d'actualité parallèle à l'épidémie du Covid, les élections législatives qui ont enfin pu se tenir dimanche dernier sur fond de kidnapping, d'insécurité, de menaces djihadistes. Il faut dire que le Mali connaît une crise sécuritaire depuis le début des années 2010. Tout de suite, le rappel des faits. C'est en 2011 que la chute du colonel Kadhafi et l'effondrement de la Libye vont provoquer l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière malienne. Les armes affluent vers le nord du Mali, renforçant les groupes djihadistes. Les rebelles Touaregs du mouvement national de l'Azawad, ce vaste territoire aux contours incertains qu'ils revendiquent, profitent du désordre pour reprendre le combat. Début 2012, les islamistes radicaux et les combattants Touaregs de l'Azawad font alliance. Leurs hommes occupent en quelques semaines les principales villes du nord du Mali. La France décide alors une intervention militaire à l'appel des autorités maliennes en place depuis le coup d'État et sous mandat de l'ONU. L'opération dite Serval stoppe l'avancée des combattants islamistes qui seront chassés des villes du Nord Mali par les troupes françaises dans les mois qui suivent. Pour faire face à l'ennemi commun, l'armée française, la nébuleuse djihadiste s'est unifiée. Les groupes de combattants sont aujourd'hui affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique, et ils sèment la terreur dans les zones qu'ils contrôlent. Et nous sommes en ligne avec Aïssatou Diallo. Bonjour Aïssatou, vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous suivez pour ce journal l'actualité malienne. Alors d'abord, première question, est-ce que les Maliens aujourd'hui, ils ont davantage peur de la menace djihadiste que du coronavirus?
Cela fait des années qu'avant le coronavirus, les Maliens font face à la crise sécuritaire. Donc, il y a près de 4 millions de Maliens qui ont besoin d'assistance humanitaire et 200 000 autres Maliens sont des déplacés. Donc, la crise sécuritaire, elle a beaucoup plus d'ampleur que le coronavirus qui, pour l'instant, ne touche que 246 personnes au Mali. Alors, en effet, d'ailleurs, comment expliquer, quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer que le Mali soit si peu touché par le coronavirus? J'évoquais tout à l'heure l'hypothèse de ces traitements anti-palu. Expliquez-nous. Beaucoup de médecins maliens pensent que les Maliens sont protégés ou immunisés parce qu'ils prennent, à longueur, d'année des traitements anti-palu. Mais cette hypothèse reste encore à vérifier puisqu'il n'y a pas eu, de tests scientifiques et le ministère malien de la santé a aussi validé la chloroquine dans le traitement des patients contre le coronavirus. Mais le faible nombre de cas, il peut être aussi compris par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de tests qui sont effectués, donc moins on teste, moins on a des cas. Pourquoi est-ce que le gouvernement redoute à ce point une épidémie de coronavirus? Parce que le système de santé malien est très fragile. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots? Le système de santé, malien est effectivement, fragile et pour faire face à cette crise, de coronavirus, il y a 2 centres qui ont été, équipés pour, prendre en charge les malades. Il y a 56 respirateurs actuellement pour, tout le pays et il y a une vingtaine de lits, de réanimation qui sont, aujourd'hui, disponibles. Donc c'est vraiment dire le peu de moyens dont le pays dispose pour faire face à cette crise. Alors les Maliens, ils ont 2 actualités, cette épidémie de coronavirus comme dans le monde entier et des élections législatives dont le deuxième tour, je le disais, a eu lieu, dimanche dernier dans un contexte très particulier avec, des rapts, avec une menace djihadiste qui pesait sur, les bureaux électoraux. Vous pouvez nous raconter? Au premier comme au second tour, il y a de nombreux Maliens qui ont préféré s'abstenir justement parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ont été menacés, parce qu'il y a eu des candidats qui ont été kidnappés. Donc surtout dans le centre et le nord du pays, il y a, je pense à Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, qui a été kidnappé depuis le 25 mars et qui n'a pas encore été libéré par ses ravisseurs. Donc c'est vraiment dans ce climat de peur et d'insécurité que l'élection s'est tenue dans une partie du pays. Néanmoins, la plupart des bureaux de vote ont été ouverts et on a observé qu'il y avait, au second tour, plus de dispositifs, pour se laver les mains, pour, porter un masque ou, il y avait plus de mesures prises pour faire face au coronavirus que lors du premier tour. Donc les Maliens, en fait, avaient peur d'aller voter et pour des raisons sécuritaires et pour des raisons, sanitaires. Il n'empêche que ces élections, elles ont enfin eu lieu. Est-ce que cela dessine un horizon, un nouvel espoir politique et sécuritaire pour les Maliens? Tout à fait, parce que ce scrutin, il était important pour de nombreux Maliens, notamment, pour la classe politique, parce que depuis 2018, il n'y a pas eu de législative. Le mandat des députés a été prorogé à plusieurs reprises et alors qu'il faut une assemblée légitime pour pouvoir voter, les réformes, constitutionnelles à venir et il y a beaucoup le pays, s'engage dans de nombreuses réformes institutionnelles également. Donc il est important d'avoir une assemblée légitime et pas une assemblée dont le mandat a été prorogé à plusieurs reprises depuis 2018. Merci beaucoup Aïssatou Diallo d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Jeune Afrique en charge du Mali et du Burkina Faso. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle destination. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous. On s'occupe de vous faire voyager.